Mais je vais vous présenter donc ce livre Histoire naturelle de l'architecture. Donc, ce livre est sorti en 2020. Il accompagnait une exposition au pavillon de l'Arsenal à Paris. Cette exposition, elle devrait tourner un peu. Elle serait à Lyon normalement l'année prochaine. Mais je vais vous parler un peu du contenu de ce livre en essayant d'expliquer de quelle manière, en fait, j'ai eu besoin de réécrire une histoire de l'architecture par rapport à cette époque dans laquelle on est. Alors, le titre, le sous-titre de ce livre, Histoire naturelle de l'architecture, le sous-titre, c'est comment le climat, les épidémies et l'énergie ont façonné la ville et les bâtiments. Et la nécessité, en fait, de revoir l'histoire de l'architecture est donnée par, je dirais, à la base, par la question du réchauffement climatique, qui fait que tout d'un coup, les questions matérielles de l'architecture sont revenues de manière très importante dans la discipline architecturale. On a dû travailler, on doit travailler avec les questions climatiques. Et ça a modifié, si on veut, la manière de penser l'architecture. Et la grande modification, peut-être, c'est que entre, je dirais, la thèse, si on veut, du livre, c'est de dire qu'entre 1950 et 2019, le pétrole, les antibiotiques, le vaccin ont d'une certaine manière dématérialisé la compréhension de l'histoire et d'énormément de choses. On est passé dans un moment qui a été défini par Claude Lévi-Strauss comme ce qu'on a appelé le structuralisme, où on s'intéressait plutôt au symbolique, au social, au politique, enfin plutôt ce qui relevait des superstructures, et on oubliait un peu que tout ça dépendait des infrastructures, des questions climatiques, des questions de nourriture, des questions d'énergie, et que finalement les deux sont liés. Et aujourd'hui, il y a une forme de retour assez fort de l'infrastructure, hein, des questions climatiques, mais aussi la pandémie a montré aussi que les virus aussi sont là et sont présents dans l'histoire. Et donc, finalement, l'architecture, on peut la revoir par rapport à ces questions matérielles. Euh, la, L'exposition a été entrecoupée par les différents confinements, donc durant l'année 2020. Là, on voit le plan de l'exposition qui était très linéaire, en fait, qui part de la préhistoire dans la première salle, qui passe ensuite à l'histoire de l'apparition de la ville, et puis qui remonte au Moyen Âge, à la Renaissance, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, jusqu'au XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vais montrer ces différents moments de l'histoire en remontant jusqu'à aujourd'hui et en partant de la préhistoire. Là, on voit des vues générales de l'exposition, mais maintenant, je vais détailler époque par époque toute cette histoire, si on veut, matérielle, cette histoire écologique, cette histoire naturelle de l'architecture. Donc, le premier moment, c'est, si on veut, la préhistoire, c'est de se poser la question pourquoi l'architecture existe. Alors, je dirais qu'on avait un peu oublié, ou on se pose la question, peut-être que ces dernières années, on avait peut-être un peu, effectivement, perdu de vue la raison d'origine, la raison originale de l'architecture, qui est en fait, qui est liée à notre condition homéotherme, c'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, on est des animaux à sang chaud, à 37 degrés, on doit préserver notre température à 37 degrés. Et on ne peut pas survivre en Suisse, en pleine montagne, durant l'hiver, dans la neige, tout nu,
parce qu'on doit conserver ces 37 degrés. De la même manière, on ne peut pas survivre en plein désert, sous le soleil, à midi, tout nu. On est obligé de se protéger du soleil. Donc, en fait, l'architecture, et c'est ce qu'explique Vitruve, hein, le Vitruve, l'architecte romain, donc au 1er siècle avant Jésus-Christ, dans son traité d'architecture qu'on a retrouvé à la Renaissance. En fait, il dit que l'architecture, ça sert à transformer un milieu, à transformer les conditions climatiques qui sont inhabitables ou inconfortables, de les transformer de manière artificielle pour les rendre habitables pour les êtres humains, pour le corps humain. Donc, en fait, l'architecture, d'une certaine manière, c'est s'abriter de la pluie, de la neige, c'est s'abriter du soleil, c'est créer une sorte de bulle autour de soi. Donc, c'est ça le principe de la maison. On crée une bulle d'air autour de soi et dont on peut transformer la température en mettant un feu à l'intérieur. Et tout d'un coup, cette bulle d'air sera un peu plus chaude quand il fait trop froid dehors. Et donc, ça nous permet de survivre. Alors, ça, en fait, on découvre que cette idée de cette origine, si on veut, physiologique de l'architecture, elle est aussi à l'origine des grands mythes, même le mythe d'Adam et Ève. Quand Adam est chassé du paradis, quand il est au paradis, il peut vivre tout nu, le climat est parfait, il n'a pas besoin d'architecture, il n'a pas besoin de vêtements. Et puis quand il tombe du paradis, il se retrouve sous la pluie, dans le froid, il est obligé de s'habiller, il est obligé tout d'un coup de construire et d'habiter dans l'architecture. Donc, si on veut, on pourrait presque dire que en fait, l'architecture, ça sert à reconstruire le paradis perdu. Ça sert à reconstruire ce printemps perpétuel. D'ailleurs, cette idée du printemps perpétuel, on le retrouve dans différents livres. C'est aussi le mythe d'Ogigi, de Calypso, l'île de Calypso, où on peut vivre, où il y a un printemps perpétuel. Enfin, on retrouve ça dans plein de livres, plein de mythologies de cette espèce d'Éden. Et l'architecture, en fait, ça sert à reconstruire ce paradis perdu. Et on peut dire que si on regarde un peu comment ça se passe, ben, peut-être que d'abord, il y a des formes de migration aussi, comme enfin, les chasseurs-cueilleurs hein, qui migraient comme ça, qui peut-être migraient dans des parties plus chaudes en hiver et plus froides en été. Il y a, il y a le film 7 ans de réflexion avec Marilyn Monroe, ce qui est assez amusant hein, de revoir ça, puisque c'est tout un film totalement climatique, où en fait ça se passe durant un été et les familles quittent New York où il fait trop chaud pour monter dans les montagnes, pour aller au nord, pour aller chercher un peu comme le faisaient les Indiens, comme dit le film, pour aller chercher la fraîcheur en été. Albert Camus dit la même chose en Algérie, dans l'été. En fait, il parle des gens qui repartaient en France durant l'été ou partaient dans les montagnes en Algérie durant l'été, et les autres qui allaient se baigner, qui plongeaient dans le port d'Alger pour se rafraîchir. Donc, il y a toutes ces questions de migration et de rapport à l'espace par rapport à ces questions climatiques. Puis après, bien sûr que quand on n'arrive pas à se refroidir ou à se réchauffer, ben on va se protéger du soleil avec les habits. Donc, c'est aussi ça. Je dirais que en fait, les habits, bon, nous, on les perçoit plutôt en tant qu'objet social ou culturel, mais en réalité, les habits, c'est au départ pour se protéger du froid ou protéger du soleil. Enfin, c'est cette mission-là qui est à la base des habits. Puis quand ce n'est pas suffisant, ben, on vient construire un climat avec les maisons. Donc, en fait, ce qui était important pour moi dans ce moment préhistorique, si on veut, c'est de rappeler cette mission climatique essentielle de l'architecture. C'est-à-dire que l'architecture, ça sert avant tout, ça apparaît, et c'est ce que dit Vitruve, hein, mais on retrouve ça chez Alberti aussi à la Renaissance. En fait, c'est ce moment où on vient s'abriter du soleil parce qu'il y a trop de soleil, ou alors on vient s'abriter des vents froids. Et donc, l'architecture a cette mission de base de s'abriter, de créer des microclimats. Et je dirais que
si on a perdu ce point de vue entre 1950 et 2019, en fait, grâce aux énergies fossiles, en fait, ce qui nous ont donné une telle aisance climatique qu'on a perdu de vue que l'architecture servait à ça. On a pensé que c'était plutôt quelque chose de culturel, plutôt des signes de civilisation, et on a perdu de vue cette raison-là culturelle. Et je dirais que le réchauffement climatique, les problèmes actuels de canicule aussi, rappellent en fait que voilà, on cherche à se refroidir en ville, mais on va le voir après. Voilà, ça c'était la première salle telle qu'elle était présentée. On avait cette caméra thermique ici qui montrait aussi notre température, hein. Là, la température de la peau, on voit que c'est 34 degrés, hein. Le corps, l'intérieur est à 37 degrés, et puis l'extérieur à 34. Et, euh, et donc, en fait, là, juste une chose, c'est qu'on doit toujours perdre un peu de chaleur. En fait, nous, on surchauffe tout le temps, on est tout le temps en train de surchauffer. Et c'est pour ça que autour de nous, l'air doit être entre 20 et 26 degrés, parce que on dégage, on perd toujours un peu de chaleur. Quand ça dépasse bien sûr, quand ça dépasse les 34 degrés, on commence à plus pouvoir perdre de chaleur et à surchauffer. Donc, c'est pour ça que si on veut, la canicule commence à 34 degrés quand on n'arrive plus à perdre de la chaleur sur l'extérieur de l'air. Euh, voilà. Donc, ça, c'est des visions thermographiques, hein, si on veut, du corps humain qui chauffe. Ça, c'est cette vision de Adam qui perd le paradis et donc qui tout d'un coup se retrouve dans les éléments et qui est obligé de commencer à se réchauffer en créant du feu. Là, le feu, on verra, c'est aussi une chose assez intéressante puisque c'est un peu l'origine de l'architecture, la possibilité de migrer aussi grâce au feu. Et puis aussi, c'est aussi le début du politique. Il y a un philosophe allemand, Peter Sloterdijk, qui parle du thermosocialisme en disant que l'origine du politique, c'est de se retrouver autour d'un feu parce que plutôt que c'est pas chacun va faire un feu dans son coin, tout d'un coup on fait un seul feu pour une communauté, on se retrouve tous autour et donc que le politique viendrait de cette mise en commun de cette qualité climatique et du fait de faire un feu. Là, on voit un peu ces images qui sont tirées d'anciens traités d'architecture, hein, de ces protections contre la neige ou contre la pluie ou contre le vent froid. C'est ce que dit Alberti. Il dit d'abord, on se protège du soleil, on met un toit, et puis après, on s'aperçoit que pour tenir ce toit, il faut un mur, et ce mur, il nous protège des vents froids. Et puis finalement, on enclôt tout ça et on peut créer une maison. Donc, voilà, je dirais que mon point de vue était de renaturaliser d'une certaine manière l'histoire de l'architecture. Ces dernières années, enfin, durant la période qu'on a appelée postmoderne, on n'avait plus que des histoires culturelles de l'architecture et c'était important peut-être de remettre une histoire naturelle, si on veut, de l'architecture, de montrer de quelle manière notre la partie animale, enfin notre condition animale est à l'origine de l'architecture pour pouvoir affronter les enjeux actuels du réchauffement climatique ou des pandémies. Voilà, on a ces quelques images comme ça de ces premières constructions qui sont faites aussi, bien sûr, avec les matériaux qu'on trouve qu'on trouve immédiatement à disposition sur le terrain. Là, je passe au deuxième chapitre. Le deuxième chapitre, c'est sur l'origine de la ville. Alors, on se dit, bon, l'origine de l'architecture, on la comprend parce qu'on a un corps à 37 degrés qu'on doit à un moment abriter du froid ou du chaud. Puis après, on se pose la question, alors, pourquoi la ville apparaît? Quelles sont les raisons d'apparition de la ville? Et la ville apparaît, en fait, liée au passage des chasseurs-cueilleurs aux sociétés agricoles liées à la culture donc des céréales. Et ça passe, ça c'est autour de l'an 10 000 avant Jésus-Christ à peu près, où il y a, suite à un réchauffement climatique qui est naturel, qui se fait après l'âge de glace, hein, si on veut, il y a un réchauffement climatique, il y a
dans le croissant fertile, donc du côté de la Palestine, et de l'Irak, tout ça, tout se fertilise par un changement climatique. Et puis apparaît une espèce de blé, une espèce de céréale dont les graines ne se dispersent pas immédiatement avec le vent, qu'on peut recueillir avec les mains. Et puis on découvre en fait la possibilité de faire des cultures et de récolter les céréales et de les stocker les céréales. Et en fait, la ville apparaît comme, au départ, comme un lieu de stockage des céréales. C'est-à-dire que c'est le grenier collectif. On vient, tous les paysans, en fait, travaillent leurs champs et puis, à un moment donné, ils doivent déposer leurs graines, enfin, tous les grains qu'ils récoltent quelque part, les mettre en sécurité. Alors, à la fois des éléments de la pluie, des inondations, des animaux, mais aussi des autres populations, des voisins. Euh, et donc, pour ça, en fait, les paysans choisissent d'une certaine manière quelques personnes à qui on donne des épées pour défendre le stock de blé, et puis choisissent en fait quelques personnes pour compter la quantité de blé que chaque paysan donne, et c'est les prêtres en fait. Parce que, alors ça, c'est assez intéressant, il y a beaucoup de recherches aussi par rapport à ça, c'est ce que certains historiens appellent aujourd'hui la gastropolitique, où ou d'autres qui montrent en réalité que tous les temples, que les temples étaient aussi des greniers à blé. Quand on regarde les temples égyptiens ou les temples de Babylone, mais bon, ça sera la même chose durant le haut Moyen Âge avec les abbayes et les monastères. En fait, c'est des greniers à blé, c'est-à-dire que on confie aux prêtres la gestion du blé, et le roi et les chevaliers enfin, ont des armes pour défendre les greniers à blé. Donc, en fait, l'origine l'apparition des sociétés, et des civilisations et des sociétés agricoles, c'est cette division en trois parties. Donc, les prêtres qui calculent, qui comptabilisent la quantité de blé que chaque paysan donne. Donc, c'est des banques, en fait. On vient confier, on vient mettre à la banque nos greniers. Les prêtres, c'est les banquiers, hein. Et puis le roi, c'est celui qui a l'épée, qui défend le stock de blé. Et donc, l'origine de la ville, c'est ça, c'est ces stocks collectifs. Et puis, plus il y a d'aisance, plus il y a de production agricole, plus il y a ces personnes non paysans, donc ce qu'on appellera plus tard les bourgeois, les habitants du bourg, enfin qui ne sont pas les paysans, croient, et la ville s'étend. Donc ça, on voit apparaître ces systèmes-là à différents moments historiques, hein, et c'est exactement ce qui se passe aussi durant le Haut Moyen Âge, après la chute de l'Empire romain. Au Haut Moyen Âge, le Haut Moyen Âge commence par l'étalement des populations humaines sur le territoire européen, et puis la recomposition progressive comme ça des sociétés avec les chevaliers, avec des donjons qui sont d'abord les mottes castrales, hein. Les mottes castrales, c'est des petits donjons qui sont composés de 3 étages. En bas, le stock de blé, au-dessus, le lieu de vie des chevaliers, des gens qui défendent le stock de blé, puis au-dessus encore l'endroit où on vient surveiller qu'il n'y ait pas des attaques, voire l'endroit où on vient attaquer les gens qui passent pour les piller. Donc, durant le Haut Moyen Âge, c'est des guerres qui se passent entre petits châteaux, petits donjons, partout. Donc, voilà, ça c'est l'apparition de la ville. Donc, on peut dire que la ville, c'est un grenier à blé. Et puis, bien sûr qu'après, il y a une transformation de la ville avec au moment de la Renaissance, avec le moment où les sociétés marchandes, avec les nouvelles voies vers les Indes, vers l'Amérique, comme ça, qui créent c'est plus des structures féodales de petits châteaux qui sont espacés tous les 10 kilomètres. Tout d'un coup, ça devient ces pays avec Louis XIV, hein, qui se mettent en place. Et puis ensuite, la ville qui devient le lieu des manufactures, puis des usines au XIXe siècle. Donc, c'est voilà, le lieu de fabrication. Donc,
Voilà, finalement, c'est ces moments différents qui font apparaître ces faits urbains. Et puis, on peut se poser la question aussi aujourd'hui de qu'est-ce que c'est la ville. Alors, la ville de la fin du XXe siècle, c'était cette ville post-industrielle où c'était plutôt en Europe, hein, plutôt les designers, l'économie qui était là. Mais avec toute la fragilité où il n'y a plus de stock de blé, où il y a plus cette origine Voilà, on voit si on veut, ces images comme ça du Moyen Âge. Alors, on a ces châteaux qui sont en fait les stocks de blé, hein, avec les surveillants, et puis les bourgeois plus la société, plus il y a plus il y a de richesses céréalières, hein, plus une population entre deux peut se mettre, les bourgeois comme ça, et puis tout autour les champs agricoles. Donc, avec ce principe-là que le stock de blé devait se trouver dans des lieux inaccessibles, hein, sur les montagnes ou sur des îles, et puis on venait protéger en plus par des forteresses pour éviter de se faire piller par les voisins son stock de céréales. Voilà, on voit cette vision en Italie, hein, comme ça, de ce village, comme ça, où on vient mettre à l'abri le blé, les céréales de possibilités de pillage. Là, un troisième chapitre sur l'espace public. Ça, si on veut, si on veut, le premier chapitre, c'est sur l'origine de l'architecture. Le deuxième chapitre, c'est sur l'origine des villes. Le troisième chapitre, c'est l'origine de l'espace public. Et là, peut-être ce qui était intéressant de retrouver, c'est les valeurs climatiques de l'espace public. Donc, en fait, quand on pense par exemple, si on prend trois éléments trois modèles de l'espace public, on pourrait dire, par exemple, chez les Romains, la basilique, c'était un grand espace public couvert, donc protégé du soleil, dans lequel on pouvait se rencontrer. Il y avait à la fois des histoires, des affaires politiques qui étaient traitées, il y avait des marchands, il y avait des discussions. Donc on venait, si on veut, il y avait la place découverte et la place couverte. Et le Panthéon ou les autres basiliques étaient ces grands espaces comme ça où on venait se mettre à l'abri du soleil. Et si on veut cette valeur climatique qui est un peu la valeur de l'arbre, hein, comme on le voit ici aussi, on se met sous l'arbre, par exemple en Suisse. L'origine des villes se fait aussi par rapport à un arbre. Il y avait un tilleul et les gens venaient sous le tilleul se retrouver. C'était le lieu de rencontre, si on veut, comme lieu de création sociale, de lieu social et d'origine du politique, si on veut, qui se passe par rapport à cette valeur climatique. Aussi, si on prend le café aussi, c'était le café au siècle des Lumières, par exemple, où en fait le café était aussi un lieu où on venait se réchauffer parce que le bois coûtait cher, les gens n'avaient pas forcément des cheminées, donc en fait en hiver on venait au café se réchauffer, et donc il y avait ces valeurs, si on veut, physiologiques qui étaient là en parallèle des valeurs sociales qui fonctionnaient ensemble. Donc je dirais que ça, on l'a totalement perdu de vue, si ce n'est qu'on le retrouve aujourd'hui, puisque face aux îlots de chaleur urbains, hein, le fait qu'on a trop chaud en ville à cause des canicules, à cause du réchauffement climatique, ben, tout d'un coup, toutes les villes veulent replanter des arbres, rafraîchir les villes. Et donc, on comprend à nouveau cette valeur de rafraîchissement de l'espace public, cette valeur physiologique et climatique de l'espace public qu'on avait totalement perdu de vue entre 1950 et 2019, où l'espace public n'était défini qu'en termes social, politique et commercial, si on veut, sans dimension physiologique. Voilà, donc on avait cette pièce dans l'exposition. Là, on voit cette plaque de marbre ici au milieu. Ça, c'est aussi assez intéressant parce que quand Viollet-le-Duc visite Saint-Pierre de Rome, donc la basilique Saint-Pierre de Rome, en fait, au Vatican,
en fait, il parle de cet immense sol de pierre en marbre et de cette capacité de rafraîchissement du marbre. C'est-à-dire qu'en été, le marbre est froid quand il est protégé du soleil. Donc, quand on le touche, il a une haute, c'est ce qu'on appelle l'effusivité thermique. On le touche, il est froid parce qu'on échange très rapidement sa chaleur des pieds ou l'air ambiant ou de la main avec le marbre et ça rafraîchit. Donc, si on veut, le choix du marbre en Italie n'était pas un choix, si on veut, comme on l'a cru entre 1950 et 2019, où on a cru qu'il n'y avait qu'une dimension symbolique du marbre qui voulait faire riche ou qui voulait faire italien ou qui voulait faire noble. En réalité, le marbre avait cette capacité de rafraîchissement et Viollet-le-Duc et d'autres architectes parlent du marbre comme un espace comme un matériau qui rafraîchit et qui est choisi parce que justement, il rafraîchit l'espace et dans les étés méditerranéens, il a cette capacité de rafraîchissement. De la même manière, on a interprété la grande hauteur des églises ou des cathédrales ou des basiliques par le fait d'une forme de spiritualité, de verticalité spirituelle. En réalité, quand on lit Claude Perrault dans les traductions de Vitruve au XVIIe siècle, il parle du fait que c'est ce qu'explique aussi à la Renaissance Alberti ou Serlio ou Palladio. Ils expliquent que quand il fait chaud, il faut une grande hauteur parce que l'air chaud monte naturellement, donc il faut un très haut plafond pour l'été. Quand il fait froid, il faut plutôt des bas plafonds. C'est ce qui est écrit dans ces livres. Et puis, également, ils expliquent que quand il y a beaucoup de monde, comme on est tous en train de surchauffer, il faut aussi des hauts plafonds et il faut que la hauteur soit le double de la largeur. Et donc, en fait, c'est la raison pour laquelle les églises ont des grandes hauteurs de plafond, c'est pour laisser l'air chaud monter et pour qu'on ne suffoque pas quand tout le monde se retrouve à l'église. Alors, il faut voir aussi que l'église, en fait, les premières églises reprennent, en réalité, les premières églises, si on veut, squattent les anciennes basiliques romaines et reprennent le modèle architectural de la basilique romaine, qui était ce modèle rafraîchissant de la basilique. Et on peut se poser la question si le succès des églises en Italie est aussi, quand on est à Rome, où il y a une église dans chaque rue, si ce n'est pas aussi des lieux de rafraîchissement où on pouvait se retrouver parce qu'on cherchait aussi à se rafraîchir dans la grande hauteur et dans la fraîcheur de ces églises à ce moment-là. Aujourd'hui, peut-être que à Rome, toutes les maisons ont l'air conditionné, donc on n'a plus besoin de descendre, on n'a plus ce besoin d'aller se rafraîchir dans les basiliques. Mais à l'époque, on comprenait mieux ce besoin d'aller se rafraîchir, et c'est ce qu'on retrouve dans les textes anciens, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans des publicités plus récentes lors des canicules, par exemple. L'Église catholique avait prôné, avait dit lors de certains étés récemment, on disait venez visiter les églises en été parce qu'elles sont fraîches et vous pourrez vous refroidir. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire par là, c'est que il y a un lien entre la valeur climatique et la valeur sociale et politique des espaces publics. Ici, ça c'est le Panthéon de Rome. Ce qui est aussi intéressant, c'est que en fait, c'est un peu comme si on veut, il y a cette grande hauteur, donc l'air chaud monte, donc ça veut dire qu'on va préserver de la fraîcheur en bas, et puis il y a un trou en haut, c'est un peu comme une cocotte minute, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas de trou en haut, l'air chaud resterait bloqué, hein, on commencerait à suffoquer, à surchauffer à l'intérieur, donc on enlève le bouchon, on enlève le couvercle, et l'air chaud sort de là, et donc, on peut préserver de la fraîcheur à cet endroit-là. Et ça, ce modèle-là, il va être retrouvé, on va le voir, c'est un modèle d'architecture romaine qui va être retrouvé lors de la Renaissance et qui va donner tous les dômes qui réapparaissent à la Renaissance et qui sont très populaires après au XVIIIe siècle et au XIXe et qu'on retrouve partout dans les grandes villes. Dans le néoclassicisme européen. Ça, c'est aussi une autre valeur comme ça de l'espace public. C'est une image à Bâle, comme ça, de cette forêt urbaine
qui est un modèle de lieu rafraîchissant, qui est en Suisse, comme je vous disais, toutes les villes avaient leur tilleul sous lequel on se réunissait, et on voit cette possibilité comme ça de se rafraîchir à cet endroit-là. Voilà, là je passe au 4e chapitre, alors qui s'appelle « Comment les petits pois ont fait s'élever l'architecture gothique ». Alors, le titre peut-être est assez amusant. En fait, c'est un titre qui s'inspire d'une recherche qui a été faite par un historien américain qui s'appelle Lynn White Jr. dans un livre qui n'a jamais été traduit en français, sur le Moyen-Âge et la relation à l'énergie. Et ce livre-là a été lu par Jacques Le Goff. Donc Jacques Le Goff, un historien célèbre du Moyen-Âge des années 1980, Jacques Le Goff parlait de ce livre, et ce livre a été lu également par Umberto Eco, qui en parle à un moment donné dans un article du New York Times, en disant que peut-être, qui s'appelle « Comment les petits pois ont sauvé la civilisation occidentale ». Et puis, donc, c'est ce nom le nom de cet article d'Umberto Eco. Et en fait, pour comprendre, je vais peut-être d'abord expliquer ce qui s'est passé au 19e siècle et puis après revenir au Moyen-Âge. Alors, en fait, ce qui se passe au 19e siècle, c'est qu'on peut se poser la question, voilà, là on voit ces immenses structures qui apparaissent au 19e siècle en acier, comme ça, ou alors ces gratte-ciel qui apparaissent à New York, enfin d'abord à Chicago et à New York à la fin du 19e siècle. Et on peut se poser la question, pourquoi tout d'un coup il y a ces gigantesques structures qui apparaissent, quoi. Et donc, on pourrait dire, oui, c'est peut-être un architecte, un homme providentiel, un homme historique qui a eu l'idée de faire des gratte-ciel ou qui a l'idée de faire ces grandes structures. Mais on pourrait se dire aussi, c'est qu'en réalité, derrière ça, c'est le charbon qui a rendu possible ces structures. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment une décision humaine, c'est plutôt une décision matérielle, c'est plutôt une des conditions matérielles qui ont rendu possible en fait la possibilité de faire de gigantesques structures et qui ont rendu possible et qui ont fait New York, ces gratte-ciel-là, et puis qui ont fait tout le XXe siècle avec ces gigantesques structures. Donc, en fait, quand on accuse les architectes ou les urbanistes ou les politiques d'avoir construit des gratte-ciel, en réalité, d'une certaine manière, derrière ça, c'est plutôt le charbon qui a rendu possible ces structures-là, et les êtres humains qui ont construit ça ont plutôt été les agents, si on veut, du charbon, enfin plutôt les porte-paroles du charbon, enfin d'une certaine manière. Mais pourquoi? Parce que en fait, pour faire fondre l'acier, le fer, il faut monter dans des températures, les minerais comme ça qu'on trouve dans les pierres, il faut monter dans des températures hautes, qui est compliqué à atteindre avec le bois, en brûlant du bois. Par contre, avec le charbon, on monte à des températures beaucoup plus élevées, au-dessus de 1500 degrés. Et donc, on peut faire fondre les minerais métalliques. Et puis, en faisant cuire avec le charbon. Et puis ensuite, on peut faire toutes ces gigantesques structures. Donc, le métal, l'acier a une résistance gigantesque. On peut faire des poutres plutôt légères et qui ont des gigantesques portées et des très grandes résistances. Et donc, si on veut que grâce au charbon, on peut faire cuire, on peut produire cet acier, et puis cet acier-là, on peut le transporter grâce au charbon dans les locomotives, dans le train qui apparaît à ce moment-là. C'est-à-dire que ça, c'est aussi, en fait, ce qui est une personne au 19e disait que, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec un caillou de charbon,
on peut transporter 1000 cailloux de charbon. C'est-à-dire, si on n'a pas de, c'est qu'à un moment donné, il y a des rapports qu'on fait faire ces deux charbons, c'est un petit bout de charbon qui permet de déplacer les poutres métalliques. Et puis après, grâce au charbon aussi, eh ben, on peut actionner des grues, des ascenseurs qui vont monter ces structures en l'air. Et donc, finalement, toute cette architecture-là, pourquoi il n'y a pas de gratte-ciel au XVIIIe siècle, pourquoi il n'y a pas de gratte-ciel avant, c'est parce qu'il n'y avait pas de charbon et c'est le charbon qui a rendu possible les énergies fossiles qui ont rendu possible la ville telle qu'on la connaît au XIXe et au XXe siècle. Donc, en fait, euh, on voit qu'il y a cette relation matérielle comme ça qui se fait. Euh, je dirais que maintenant, si on revient au Moyen Âge, en fait, à la chute de l'Empire romain autour de 400, 472, à la chute de l'Empire romain jusqu'à l'an 1000, il reste rien. En fait, on retrouve rien. Il y a juste des bouts de pierres romaines qui ont été ramassés, mais on ne retrouve rien parce que tout a été construit en bois, en paille, de manière ultra rudimentaire, parce qu'il n'y avait plus aucune énergie, tout était cassé. On dit que les chevaux étaient extrêmement petits. Tout le monde mangeait que du blé. Il y avait plus de, on mangeait pas de viande. Que la viande qu'on trouvait, c'était des animaux morts ou alors des vieux animaux qui restaient. Donc il y avait, en fait, les êtres humains, c'est décrit comme ça. C'est aussi là, par rapport, en fait, étaient extrêmement faibles. Et quand on mange que des céréales, on grossit, mais on n'a pas de protéines, en fait. On n'a aucun muscle. Donc, les chevaux n'avaient aucun muscle, les êtres humains n'avaient aucun muscle, ils étaient malades une année sur deux. Et puis, donc, tout le monde a été totalement épuisé. Et donc, toutes les formes architecturales de ce moment-là sont totalement disparues, se sont écroulées, ont disparu. Et puis, il y a la révolution de l'an 1000. C'est-à-dire qu'il y a le moment où on passe à l'assolement biennal, qui était on plantait une année céréales, une année des jachères, et puis on vient planter des légumineuses entre les deux. C'est des plantes qui sont enrichissantes quand les céréales sont des plantes épuisantes. Et donc, en fait, on avait constaté qu'il y avait certaines, pendant les jachères, il y avait certaines plantes légumineuses qui poussaient dans les jachères. Donc, on vient se dire qu'on peut faire planter effectivement des pois chiches, des lentilles, enfin toutes ces autres protéines végétales qui rentrent dans l'alimentation humaine avec plus d'alimentation, puisque tout d'un coup on passe à des cultures qui sont triennales, enfin là seulement triennales, on est plus dans, on a plus, on a trois, on a, pardon, on a plus de nourriture et donc en fait Umberto Eco et Lynn White Jr. et Jacques Le Goff en fait parlent de cette révolution. Georges Duby aussi parle de, et puis Fernand Braudel aussi. Enfin, c'est ces changements matériels, si on veut, qui tout d'un coup fait que il y a une aisance qui apparaît en l'an 1000. Et il y a aussi ce petit optimum climatique qui est là où il y a à un moment donné une forme de transformation des conditions matérielles. Et donc, c'est pour ça que voilà, il y avait cette idée que c'est les petits pois, c'est l'apparition des petits pois dans l'alimentation humaine qui ont fait que tout d'un coup, on a construit des cathédrales gothiques qui n'existaient pas avant l'an 1000, avant l'introduction des légumineuses dans l'alimentation humaine. Donc on voit au même moment, donc c'est aussi les châteaux forts hein, qui apparaissent, les châteaux en pierre. Avant ça, toutes les constructions étaient toutes en bois, en paille, en terre. Par exemple, la première cathédrale de Clovis, en fait, était en bois, elle a disparu. Hein. Donc toutes les constructions en pierre, toutes les constructions du Moyen Âge qu'on connaît, ne sont apparus qu'après l'an 1000. Avant, tout a disparu entre 400, donc il y a 600 ans qui ont totalement disparu, dont on n'a plus aucune trace, qui se sont écroulés parce qu'effectivement, pendant 600 ans, les êtres humains étaient extrêmement faibles. Il y a aussi l'avoine hein, qui est rentrée dans l'alimentation des chevaux, qui a donné tout d'un coup beaucoup plus de force aux animaux. Le cinquième chapitre, et je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je vois qu'il est 19h16 déjà. Le cinquième chapitre, c'est sur les arts décoratifs. Ça, c'est aussi assez intéressant. C'est
de constater que, en fait, quand on parle de tapisserie ou de tapis, nous, notre génération postmoderne, c'était sous-tendu par les énergies fossiles. On voit que le côté culturel des tapisseries, des dessins, de la beauté de ça, mais on oublie que les tapisseries servaient à avoir plus chaud quand il faisait froid, ou les tapis ne pas avoir froid aux pieds en plein hiver. Et donc, tous les éléments décoratifs, en fait, servaient à nous réchauffer quand le chauffage central n'existait pas. Donc, si on regarde un peu plus précisément les éléments, par exemple, les lits clos servaient à créer des petites bulles d'air où on pouvait dormir sans avoir le froid général. Les tapisseries, bien sûr, c'était comme une isolation thermique, hein, ça empêchait les froids des murs d'irradier. Si on regarde sur cette image-là, les rideaux servait à bloquer les courants d'air, comme les paravents. Le paravent contient encore sa mission de parer le vent. Tous les rideaux en fait, étaient là pour empêcher ce qu'on appelait les vents coulis, des courants d'air qui rafraîchissaient, qui rendaient insupportable la fraîcheur, la froideur des intérieurs d'autrefois. Et donc, on a totalement perdu de vue qu'on crevait de froid en fait, tout le temps dans les intérieurs, quoi. La même chose, en fait, ce qu'on comprend aussi, c'est que en fait, c'était plutôt des chaufferettes qui nous servaient à nous chauffer, c'est-à-dire que les cheminées ne chauffaient pas bien, hein, puisque tout l'air chaud part avec la fumée. En fait, il n'y a que la radiation, mais en fait, les cheminées servaient plutôt à créer des braises qu'on mettait dans des boîtes pour se réchauffer. C'est pour ça qu'il y avait toujours des incendies aussi. Et puis également les animaux qui étaient présents partout. En fait, les animaux, c'était des petits chauffages sur pattes, si on veut, qui étaient présents partout dans la maison, qui servaient aussi de petits chauffages portatifs, si on veut, quoi. Donc voilà, c'est tout, si on veut, ce chapitre-là, c'est de recomprendre les arts décoratifs. La même chose si on prend au niveau de la lumière, hein, si on prend tous les miroirs servaient à multiplier la faible luminosité quand il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait que des bougies. Et tous les chandeliers, par exemple, tous ces petits miroirs des lustres servaient à multiplier la quantité de lumière. Et les miroirs étaient là pour doubler, tripler tout ça. Donc, en fait, tous les éléments décoratifs avaient un rôle pratique dans une société pré-énergie fossile, hein, quand il n'y avait pas d'électricité, quand il faisait froid et sombre dans les maisons, quoi. Alors, je dirais que ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique fait revenir l'art décoratif parce que les isolants thermiques, quand on parle des passoires thermiques qu'il faut isoler thermiquement, l'isolation thermique, cette mousse jaune qu'on voit sur les bâtiments, en réalité, c'est une nouvelle tapisserie qu'on remet puisqu'on doit éviter puisqu'on doit baisser la consommation des énergies fossiles, baisser la consommation de fuel pour le chauffage, de charbon ou de pétrole. Là, on arrive à la Renaissance et au XVIIIe siècle, après. Donc, c'est le moment où on redécouvre, on redécouvre les Romains, on redécouvre la Grèce et les Romains. À la Renaissance, en fait, il y a des livres qui sont retrouvés dans des anciens monastères. On dit par exemple que le traité de Vitruve d'architecture, un architecte romain donc du 1er siècle avant Jésus-Christ, a été retrouvé dans une abbaye en Suisse. Donc après, il y a des copies qui sont faites et les architectes comme Palladio, Serlio ou Alberti relisent ces choses-là. Et en même temps, on relit Hippocrate aussi. Et ce qui est intéressant avec Hippocrate, c'est en fait, c'est l'invention de la médecine par les Grecs. Et Hippocrate avait une vision très simple à comprendre, mais qui explique toute l'architecture jusqu'au 19e siècle. C'est-à-dire que, en fait, Hippocrate
et à la Renaissance, on pense que la maladie est dans l'air. Alors, en fait, on s'est aperçu avec le Covid-19 que ce n'était pas si faux que ça, puisque effectivement, le Covid-19 se transmettait aussi par les voies aérosols, comme ça. Mais en fait, la théorie de l'époque, c'est la théorie des miasmes, c'est-à-dire qu'on croit que la maladie, on ne sait pas ce que c'est la maladie, on croit qu'elle est dans l'air, on croit qu'il y a des vents mauvais qui arrivent tout d'un coup, qui portent la maladie. Mais on pense aussi que la maladie est liée à la mauvaise odeur. C'est-à-dire très littéralement et pas de manière symbolique. Quand il y a une mauvaise odeur, on va tomber malade. Quand il y a une bonne odeur, on ne tombe pas malade. Donc ça, il faut le prendre de manière très littérale. Et donc, comme la maladie est dans l'air, quand il y a une épidémie de peste ou de choléra ou d'autres épidémies, de typhus, en fait, il y a trois possibilités qui sont expliquées par Hippocrate. Enfin, il explique, en fait, Hippocrate explique quelque chose d'assez simple. Il dit, si on est malade tout seul, c'est parce que ce qu'on a mangé est mauvais. Donc, il faut changer d'alimentation. C'est ce que Friedrich Nietzsche, quand il est tout le temps en train de tester sur lui-même les types de nourriture, parce qu'il est malade et donc il change de nourriture en espérant retrouver la bonne santé. La deuxième chose que dit Hippocrate, il dit si on est malade à plusieurs, c'est parce que l'air est mauvais. Si on n'a pas mangé la même chose, c'est l'air qu'on respire qui est mauvais. Et donc, il faut changer l'air. Alors, pour ça, il y a trois possibilités. Le premier, c'est de changer d'air, de partir. Donc, c'est ce que font quand il y a des épidémies de peste. Eh ben, on part à la campagne, comme l'épidémie de peste avec le Décaméron à Florence, où on part à la campagne, on quitte la ville où il y a l'épidémie, ou c'est ce que fait aussi Montaigne à Bordeaux, il part à la campagne. C'est aussi la raison pour lequel les Parisiens quittent Paris pour aller à Saint-Germain-en-Laye. On quitte, voilà, on part, on quitte les villes et les épidémies, on change d'air. La deuxième solution, c'est de changer l'odeur, donc de brûler des fleurs ou brûler du bois pour couvrir la mauvaise odeur par des bonnes odeurs. Et la troisième solution, c'est de ventiler, de faire bouger l'air pour enlever les miasmes comme ça. Donc cette pensée-là, elle est très littérale, donc ce n'est pas symbolique du tout, hein, c'est vraiment très littéralement ça. Et ça conditionne toute l'architecture jusqu'au 19e siècle. Donc là, ça c'était dans l'exposition. On voit aussi ces fleurs, hein. Si vous pensez au tableau de François Boucher ou de Fragonard au XVIIe ou XVIIIe siècle, il y a toujours des fleurs avec Marie-Antoinette, hein. Et tout ça, c'est la bonne odeur. C'est parce que les fleurs, pourquoi on aime les fleurs? Parce qu'il y a des bonnes odeurs et donc on pense qu'on est en bonne santé avec des fleurs, alors que le marquis de Sade enferme les gens dans les sous-sols où il y a des mauvaises odeurs et tout le monde est malade et tout le monde meurt, hein. Donc, si on veut la mauvaise santé, c'est l'air confiné, l'air qui ne bouge pas. La bonne santé, c'est l'air mauvais. Et la bonne santé, c'est l'air en mouvement, la bonne odeur des fleurs, quoi. Donc, on voit ces épidémies de peste, quelques images comme ça. Et puis là, ce moment où on vient brûler du bois pour couvrir les mauvaises odeurs, hein, c'est aussi le poivre, le fait, par exemple, ces masques de la peste, ils étaient remplis de fleurs ou d'herbes pour donner une bonne odeur. Et puis, en pensant qu'en respirant des bonnes odeurs, on n'était pas malade, hein, on pouvait s'approcher des malades de la peste sans être soi-même malade parce que la bonne odeur nous couvrait. Et puis, au niveau architectural, tout d'un coup, eh ben, on vient ventiler les maisons. Alors, si je prends le plan, c'est ce qu'explique cette maison de Palladio construite en 1515 à peu près. Euh, En fait, Palladio explique qu'il veut tout mettre en mouvement. Par exemple, là, on voit que les fenêtres sont alignées avec les portes et en fait jusqu'à l'autre bout de la maison, hein, dans tous les sens. Et cet alignement des fenêtres et des portes, c'est là pour que l'air puisse traverser toute la maison sans interruption et enlever tous les miasmes, permettre cette ventilation. Et puis, l'autre chose, c'est
le dôme qu'on voit ici, là, ce dôme-là, c'est pour évacuer les miasmes. On verra aussi, enfin, c'est aussi pour évacuer la chaleur, mais c'est le dôme en fait qui est récupéré du Panthéon de Rome, hein, puisque Palladio s'inspire directement du Panthéon de Rome quand il fait ça. En fait, l'air chaud monte, la mauvaise odeur ou les odeurs montent avec, et puis il y a un trou tout en haut et ça s'est évacué à ce niveau-là. Donc on voit ce dôme comme ça, avec l'air chaud qui monte, les miasmes qui montent et qui sont évacués. C'est ce modèle-là qui sera repris pour tous les multiples projets d'hôpitaux au XVIIIe siècle, et notamment l'Hôtel-Dieu, hein, fait par Soufflot à Lyon. Soufflot explique que ce dôme qui crée, hein, c'est un aspirateur à miasme. C'est-à-dire que tous les lits des malades, tout l'air qui arrive sur les lits des malades est aspiré comme ça, dans cette hauteur, dans ce dôme, et est rejeté à l'extérieur. Donc, nous, pendant les périodes postmodernes, entre 1950 et 2019, on a cru que c'était pour le prestige, qu'on faisait ces dômes pour la beauté des villes, alors que Soufflot explique que c'est pour aspirer les maladies, l'air mauvais qui était là. Donc, en fait, on a totalement perdu de vue la réalité des formes architecturales entre 1950 et 2019. On a perdu la compréhension réelle de ces formes-là parce qu'on ne redescendait plus dans les infrastructures. On n'allait plus comprendre les questions climatiques, énergétiques, de maladies. On ne regardait plus que les choses d'un point de vue symbolique. Et je pense que le Covid-19 et la, et le réchauffement climatique rappellent tout d'un coup ces choses-là. Voilà, cette chose-là. Et puis, bien sûr, que les dômes ont continué, en fait, ont continué à être utilisés donc un peu partout. Là, alors je vais quand même, je vais parler encore peut-être pendant 5-10 minutes encore pour terminer. Euh, ça, c'est une chose assez intéressante, c'est l'apparition de la nature en ville au 19e siècle. En fait, la nature en ville, les arbres qui réapparaissent, on voit l'exposition, on voit ce petit brin de menthe ici, c'est ça qui est à l'origine de tous les parcs du 19e siècle, hein, fait par Alphand à Paris, hein, ou Central Park à New York. En fait, c'est un physicien, enfin, un scientifique anglais, Joseph Priestley, qui, autour de 1770, fait des expériences sur les différents gaz parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a un gaz qui est plus lourd, qu'il y a deux gaz dans l'air, il y en a un qui est plus lourd que l'autre. Celui qui est plus lourd, il l'appelle le gaz fixe parce que ce gaz, il est fixé dans le bois, dans le charbon, dans la fermentation et que tout d'un coup, il se dégage et c'est un gaz qui tue les souris et qui tue aussi les chiens ou qui tue les humains quand on le respire. En réalité, il y a une confusion qui est faite et qui soit levée seulement au XXe siècle, en réalité, c'est qu'on croit que, parce que le gaz fixe, en fait, deviendra le CO2, hein, le gaz carbonique, et le gaz déphlogistigé deviendra l'oxygène. Donc, on comprend ces deux gaz présents. Et ce qui se passe, c'est que Joseph Priestley fait des expériences avec les souris. En fait, il voit que quand il met sous des coupoles de verre des souris, en fait, ces souris meurent au bout de quelques minutes. Et quand il analyse le gaz, il comprend que les souris ont dégagé du CO2 lors de la respiration, ont pris tout l'oxygène, ont dégagé du CO2 et sont mortes de leur propre miasme dégagé. En fait, donc les souris étaient mortes par un manque d'oxygène et non pas par le CO2, mais ils croient que c'est le CO2 qui devient le gaz méphitique, hein, le gaz mortel, comme ça. Et à un moment donné, il fait une expérience en mettant sous une cloche un brin de menthe qu'on voit ici, et ce brin de menthe, il survit, il ne meurt pas au bout de 5 minutes, il survit de plusieurs mois. Puis après, il met une souris avec le brin de menthe et il s'aperçoit que la souris, elle survit grâce au brin de menthe. Et donc, le brin de menthe, et il fait d'autres expériences avec d'autres plantes et il s'aperçoit, il découvre la photosynthèse, en fait, à ce moment-là. Et
Et donc, à ce moment-là, en fait, ils disent, bah, en réalité, on a besoin des arbres, on a besoin de la nature, enfin de l'herbe, parce que la nature, la verdure, absorbe les gaz méphitiques, recrée de l'oxygène, et l'oxygène est bon pour nous. Et donc, suite à ça, en fait, ça commence en Angleterre, hein, début du 19e. En fait, c'est un réformateur anglais sanitaire, c'est les réformes sanitaires, Edwin Chadwick, qui dit qu'il faudrait faire des parcs à Londres. Et il y a 30 000 Londoniens qui font une pétition pour demander la création d'un parc avec des arbres pour vivre plus longtemps. Et donc, c'est le parc Victoria qui est créé en 1840 à Londres, qui deviendra le modèle parce que Napoléon III est en exil à ce moment-là en Angleterre. Il rapporte ces idées-là que Alphand met en pratique avec Haussmann, avec toute la création de le parc Monceau, le parc, qui sont tous des lieux de régénération, soi-disant, de l'air mauvais et qui est transformé en air bon grâce aux arbres qui sont là. En fait, on s'apercevra progressivement que tout ça est faux, hein, que c'était pas du tout d'une part que les maladies n'étaient pas dans l'air comme ça et que d'autre part que le CO2 n'est pas en soi toxique, c'était le manque d'oxygène, mais c'est ça qui est à la base de Central Park, à la base de tous les parcs urbains. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, durant la période postmoderne, on arrête de construire des parcs, hein. C'est là quand Georges Pompidou commence à démolir tous les jardins, à construire des routes partout et à enlever les petits jardins. Il y a une chanson de Jacques Dutronc sur le petit jardin qui est transformé en parking. Tout ça fait partie d'un moment où on s'aperçoit que les arbres ne servent à rien contre la ville. Et il y a un changement qui se refait ces dernières années, je dirais, où tout d'un coup, à cause du réchauffement climatique, à cause du problème des émissions de CO2, où tout d'un coup, la nature revient en ville, revient avec un nouvel intérêt aussi, avec d'autres raisons, notamment pour, pour des questions d'inondation et de sol minéral et par rapport à des sols végétales. Donc, toute cette nature revient en ville. Euh, alors, bon, là, je dirais que c'est sur le 19e siècle, la ville d'Haussmann, en fait, qui est liée à l'apparition du choléra et qui est aussi cette réactualisation de cette idée d'Hippocrate qu'il faut mettre en mouvement l'air pour éviter les maladies. Et Haussmann, avec Napoléon III, fait littéralement ça. Donc, les raisons des boulevards, et ça, on l'a totalement perdu de vue, hein, puisqu'on a cru, on a gardé la version entre 1950 et 2019, on a cru que les boulevards avaient été faits pour des raisons politiques, pour des raisons pour que l'armée et les troupes puissent intervenir contre les émeutes, toutes les révolutions qu'il y a eu entre 1800 et 1850. Cette vision historique est en réalité fausse, hein, quand on lit les documents d'époque. En réalité, la raison des boulevards, c'était pour mettre en mouvement l'air, pour éviter les grandes épidémies de choléra qui avaient fait des milliers de morts dans Paris en 1832 et 1848. Donc, c'est pour ces raisons-là que d'abord Rambuteau, le préfet Rambuteau, puis le préfet Haussmann font ces grandes traversées pour mettre en mouvement l'air, pour créer des précieux ventilateurs, comme il disait, dans les, dans les, dans les villes. Voilà, on voit ces villes qui étaient confinées avec des cul-de-sac, puisque en fait, la première épidémie de choléra en 1832 a le plus de morts dans les rues les plus étroites et les plus petites. Et donc, il y a cette idée de créer des grandes traversées qui laissent passer l'air. C'est la raison aussi pour laquelle, à la fin du XVIIIe siècle, on démolit toutes les maisons sur les ponts de Paris pour laisser passer l'air. Hein. C'est des raisons voilà, si on a démoli toutes les maisons, comme il reste là, le Ponte Vecchio à Florence où il y a encore ces maisons. À Paris, c'était la même chose, mais on a démoli tout ça
pour des raisons de qualité d'air, pour que le vent puisse souffler à travers Paris, pour enlever les maladies, les miasmes à cet endroit-là. Là aussi, là, les arbres qui étaient plantés sur les boulevards, en fait, c'est des machines. Les arbres sont des instruments techniques hein, pour, d'une part, rafraîchir les chevaux et d'autre part, pour absorber les miasmes aussi, selon la théorie de Joseph Priestley. Donc, il n'y a aucun romantisme avec les arbres en ville. Hein, c'est vraiment des appareils techniques d'hygiène et de création d'ombre. En fait, tout ça était faux. En réalité, la maladie, le choléra n'était pas du tout dans l'air, il était dans l'eau. Et c'est les égouts qui ont été faits pour enlever les mauvaises odeurs qui, par hasard, en fait, supprimeront le problème du choléra, qui fait qu'en 1870, quand il y a une nouvelle épidémie de choléra qui touche l'Europe, en fait, Paris sera relativement, enfin, très épargné en réalité, parce qu'il n'y a plus de contamination de l'eau potable par les eaux usées qui étaient dans le choléra. Voilà, ça c'est la question du iode qui urbanise le territoire, enfin, avec l'apparition de toutes les stations balnéaires, à la fois les bords de mer. Hein, on vient rechercher le iode. Je vous laisserai peut-être lire dans le livre ce chapitre-là, mais c'est cette recherche en fait du iode qui transforme totalement l'urbanisation du territoire. Et puis, aussi la compréhension des ultraviolets hein, qui va aussi urbaniser toute la Méditerranée. Et puis, je vais terminer par ces 3 derniers chapitres très rapidement en expliquant que l'architecture moderne et en fait le style moderne, l'esthétique moderne hein, de Le Corbusier de la Villa Savoie à Poissy, avec ses grandes fenêtres en longueur, avec cette couleur blanche, en fait, est issue des solariums. Hein. En fait, ça vient du Ripolin qui était une peinture lavable et blanche, avec l'idée du lait chaud aussi, qui est désinfectant. Le lait chaud désinfectait, supprimait les mauvaises odeurs. Il était utilisé dans les fosses d'aisance, en fait. Et puis, tout d'un coup, aussi toute l'idée de la luminothérapie, des thérapies, l'héliothérapies, en fait, qui se révélera aussi totalement faux. Hein. Mais on croit qu'en fait, on peut guérir de la tuberculose en s'exposant au soleil. En fait, c'était une idée qui venait de la viande séchée des Grisons. C'est pour ça que le chapitre s'appelait « Comment la viande séchée des Grisons a créé l'architecture moderne ». C'est qu'un médecin suisse, en fait, qui devait soigner à la fin du 19e siècle un malade de la tuberculose, pense à la viande séchée des Grisons qui est exposée au soleil et à l'air des montagnes et qui sent bon et qui se conserve bien et qu'on peut manger. Et il se dit, si la viande morte exposée au soleil et à la montagne sent bon et se conserve bien, qu'est-ce qui se passerait avec de la viande vivante qui serait malade, qu'on exposerait au soleil et à l'air des montagnes? Et effectivement, il y a un patient qui guérit, c'est un pur hasard, mais ça donne tout ce moment d'héliothérapie qui a un gigantesque succès et qui crée en fait l'apparition des balcons, des grandes fenêtres, des baies vitrées, des fenêtres en longueur qu'on retrouve chez Le Corbusier, toute cette couleur blanche qui est là pour intensifier en fait la quantité de lumière pour désinfecter et pour traiter notamment de la tuberculose qui était la grande maladie de l'époque. Donc voilà, là on voit un bâtiment du Bauhaus, on retrouve exactement ça, on retrouve les balcons qui sont tous ces balcons-là de cure, la couleur blanche qui est là pour amplifier la quantité de lumière hein, qu'on retrouve aussi ici. Et puis ce style moderne hein, qu'on va retrouver partout durant ce moment-là, durant cette année 1900, entre 1920 et 1930, à ce moment-là. Suite à ça, bon, voilà, je vais quand même terminer là. Bon, ça, c'est la manière dont le pétrole, finalement, a fait pousser des villes dans le désert, comme on a pu, grâce au pétrole, habiter
en plein milieu du désert, au milieu dans des zones qui étaient très peu habitées autrefois, grâce à l'utilisation des énergies fossiles. Et puis, pour terminer, l'apparition des antibiotiques et des vaccins autour de 1950 qui transforment totalement, qui résout finalement tous les problèmes sanitaires de l'humanité d'avant, hein, de manière, puisque la durée de vie en 1900 était de 40 ans, elle passe à 80 ans. La population mondiale décuple grâce aux antibiotiques et aux vaccins. Et donc, tout d'un coup, on n'est plus malade en ville, on n'a plus besoin de faire des balcons et de la peinture blanche et des grands dômes et de ventiler tout ça. On peut revenir habiter dans les vieux centres-villes. Et donc, il y a ce retour à la ville qui se fait à partir de 1950, hein, grâce aux antibiotiques, notamment la pénicilline, mais surtout la streptomycine, hein, qui est découverte en 1943 et qui permet de guérir de la tuberculose. Et puis, bien sûr, la vaccination qui fait que tout d'un coup, on n'a plus besoin de se soucier des questions de santé, on peut se soucier d'autres questions, des questions de culture, des questions symboliques en fait, qui dominent le débat architectural entre 1950 et 2019, si on veut, où là, on sait plus, il n'y a plus de raison d'être. On ne parle plus de climat, comment avoir plus froid ou plus chaud, ou comment éviter la maladie. En fait, tout d'un coup, c'est d'autres raisons qui sont là et qui fait qu'on peut revenir habiter dans les rues les plus qui étaient les rues les plus touchés par le choléra, notamment tous ces vieux centres urbains qu'on délaissait jusqu'en 1950. Et puis tout d'un coup, on peut revenir, grâce aux antibiotiques, on peut revenir habiter dans les centres historiques insalubres qu'on avait quittés durant la modernité. Et puis le dernier chapitre, c'est celui-là, c'est le CO2 modifie aujourd'hui la forme architecturale. Et donc, bien évidemment qu'aujourd'hui, l'utilisation des énergies fossiles, du charbon, du pétrole, du gaz, qui a permis les gratte-ciel, qui a permis de plus se soucier du froid grâce au chauffage central ou à l'air conditionné. Tout ça a dégagé du CO2 qui provoque le réchauffement climatique. Et donc, aujourd'hui, c'est ça qui dirige, si on veut, qui transforme totalement le domaine architectural avec toutes les conséquences climatiques et qui fait que, en fait, l'architecture se transforme. Tout d'un coup, on n'aime plus les bâtiments en acier et en béton qui consomment trop de CO2, enfin trop d'énergie et qui dégagent trop de CO2. À un moment donné, on va revenir à des bâtiments en paille, en bois, en pierre, avec beaucoup moins d'émissions de CO2. Et puis, on va isoler thermiquement les bâtiments, on va mieux gérer les choses pour éviter le réchauffement climatique. Et donc, c'est ça la nouvelle période, l'architecture qui domine aujourd'hui le débat. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention et puis je suis prêt à répondre aux questions si vous en avez. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, il y a une question. Ok, très bien. Il n'y aura pas de questions. Merci à vous, monsieur. Ah, une question. Il semble qu'on change la nature du béton et qu'on va le faire avec de l'argile parce que ça n'a pas besoin d'être chauffé de la même façon et que ça protège. Est-ce que j'ai bien compris? Alors, en réalité, ce n'est pas si facile que ça parce que en fait, le béton armé,
Le béton armé, en fait, dans le béton, il y a à la fois dans le béton armé, il y a des agrégats, des bouts de pierre, du sable, mais il y a aussi du ciment. Et le ciment, c'est ça qui fait la colle, si on veut, qui colle tout ce sable et ces bouts de pierre ensemble. Et puis, après, on met aussi du métal dedans. Alors, le béton, si on veut, le béton non armé, c'est comme la pierre, il fonctionne à la compression. Et puis, quand on met du métal dedans, ça fonctionne aussi à la traction. Donc, c'est un matériau qui fonctionne, qui est un matériau assez idéal parce que ça fonctionne à la fois à la compression et à la traction. Le problème, c'est que pour faire le ciment, en fait, on doit cuire du calcaire à haute température, à plus de 1500 degrés. Et quand on cuit cette pierre calcaire pour faire le ciment, en fait, on dégage énormément de CO2 par la cuisson et la transformation également dégage du CO2. C'est pour ça que, en fait, le béton est responsable, on dit, je ne sais pas, de 5% ou plus des émissions de CO2 ou voire plus. Et donc, en fait, et c'est pas évident de remplacer le ciment par autre chose parce qu'en réalité, ça colle pas aussi bien, quoi. Donc, ça va pas marcher aussi bien. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. On peut pas. Souvent, vous entendez dire, oui, c'est un béton recyclé. En réalité, ce qui est recyclé, c'est les agrégats. Oui, les agrégats sont recyclés, mais c'est pas le problème. Les agrégats, c'est le ciment le problème. Donc là aussi, il y a un peu du greenwashing, un peu par rapport à ça, parce que c'est pas le problème de ces agrégats, mais c'est ce liant comme ça qui pose problème. Par contre, il y a eu un abus de l'utilisation du béton, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait remplacer le béton s'il ne sert qu'en compression, ben on peut le remplacer par de la pierre, c'est ce qui se fait de plus en plus, ou de la terre crue, puisque ça fonctionne bien en compression. Et puis, après, en traction, bah, c'est plutôt du bois et c'est pour ça qu'il y a un retour aussi du bois parce que le bois fonctionne bien comme comme les poutres hein, d'autrefois. Ça fonctionne bien en traction, donc on peut marcher. Donc voilà, c'est ça. Pour éviter le ciment qu'effectivement il y a un retour du bois et de la pierre ou de la terre crue qui, eux, ne dégagent pas de CO2, en fait. Très bien, on va pouvoir s'arrêter là. Merci à vous, Monsieur Ram, pour cette conférence.